Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard Collard. Oh, bonjour Valérie Expert. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est Ouais. la Griffe Noire. Je conseille à tous nos éditeurs d'acheter leurs livres en librairie. Je vous racontais juste une petite histoire ce week-end. Il se trouve que je me suis retrouvée dans une grande surface de livres, enfin ce qui était avant une grande surface qui vend des livres et des disques, qui aujourd'hui vend des peluches et des objets divers et variés. Et il y a une dame qui était devant une des vendeuses et qui lui demandait des livres. Et elle lui disait, bah non, je l'ai pas, bah non, je l'ai pas, bah non, je l'ai pas, ah non, je l'ai pas. Il y en avait, je sais pas, 7 ou 8 comme ça. Et puis elle disait, je peux même pas vous le commander. Et donc j'ai dit à la dame, bah, je vous conseille d'aller sur le site de la Griffe Noire. J'ai fait de la pub, mais j'ai dit ou d'aller chez un libraire. Parce que le libraire, lui, il peut vous commader les livres et il y a des chances qu'il l'ait. Absolument. Mais votre librairie, Gérard, est plus grande que le rayon livre de cette Qui était enseigne. avant une référence Qui était littéraire, une parce que quand j'étais référence, gamin, j'allais absolument. là-bas, je Puis me la rappelle. Fnac pour ne pas la citer. Voilà, j'ai découvert plein de livres dans le rayon anglo-saxon de la Absolument. Fnac il y a 30 ans. hein, Mais c'était il y a... c'était une autre époque. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine, Gérard? Alors, vous saviez qu'on avait adoré le dernier bouquin de Norek, qui Oui. était sur la Finlande, qui est une sorte d'apologie de la résistance finlandaise face à la Russie. Et là, j'ai découvert, alors là, ça m'est tombé là. Je ne connaissais pas du tout. Il en a écrit d'autres, hein, et j'avoue que j'ai complètement découvert. Il s'appelle Arthur. Parlez bien dans le micro, Gérard. Ah oui, mais vous savez, je suis vous tout êtes nouveau à la petit, télé, mais donc ouais, prenez, mais oui. prenez plutôt la fiche vers vous plutôt que d'aller vers la fiche. C'est un Alors, peu comme la Arthur cuillère à la Tuominen. bouche. Arthur, cette femme, je ne sais pas pourquoi je la supporte depuis 30 ans, elle me rabaisse sans arrêt. Écrivez-lui, dites-lui que voilà, c'est pas possible, Voilà. c'est du harcèlement. Voilà. Alors, il s'appelle Arthur Tuominen, ça s'appelle Tous les silences aux éditions de La Martinière, et c'est une merveille. Alors lui, il prend le contreparti. Alors, faut lire le Norek, mais il faut absolument lire ça, parce que lui, autant Norek, c'était la résistance, lui, il parle des nazis, des gens qui se sont engagés à côté des nazis, des Finlandais, hein, et je crois qu'ils étaient 1400 ou quelque chose comme ça, ou 14 000, je ne sais plus, mais enfin, c'est pas très important, c'est surtout... Alors, on est... En Finlande, à notre époque, il y a un vieux monsieur qui a 96 ans et tout, qui est dans une maison de retraite. Et puis lui, il a une lobby, c'est de tous les soirs, il demande à son infirmière de faire, même s'il pleut et tout, de faire le tour du parc. On ne sait pas pourquoi. Il craque une allumette. Apparemment, c'est un ancien combattant, il a des médailles et tout. Et puis, un jour, voilà, il fait son tour. La femme qui l'assiste ne vient pas avec lui parce elle est au téléphone. Et tout d'un coup, elle entend un grand bruit. Et on a essayé d'enlever ce vieux monsieur. Elle est complètement paniquée. La police vient pour essayer d'enquêter. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'un peu plus loin dans le parc, on avait commencé à mettre une corde pour pendre ce monsieur. Pourquoi essaye-t-on de pendre un monsieur de 96 ans, résistant, qui n'a rien fait à personne? Et là va commencer une enquête et on va se retrouver. Alors c'est hyper bien fait. Je déteste les flashbacks. Je vous le dis, le truc c'est trop compliqué pour moi. Et là, c'est hyper bien fait. Vous êtes dedans. Et là, vous retrouvez en 1940-41 et vous découvrez ce monsieur qui s'appelle Albert. Il est tout jeune et vous allez découvrir que lui, il est anticommuniste et son truc, c'est d'abattre les communistes, les Russes, et il va s'engager avec les nazis, dans avec les Waffen-SS. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Et vous allez découvrir le parcours de ce... Il y a des descriptions de combats, c'est vraiment... On dirait qu'il a assisté. Hein. Il y a un moment... Et là, alors, ça se lit... Le prétexte, c'est le polar. Hein. En fait, son truc, c'est de décrire ces gens qui sont partis combattre avec les nazis, voilà. Pourquoi et tout. Et pourquoi cet homme-là, en particulier, voilà, en parce que lui 2019... était résistant. Oui, ouais, et en 2019, pourquoi essaie-t-on de le pendre? C'est absolument, vous êtes complètement dedans, je ne l'ai pas lâché, la traduction fabuleuse, un style parfait. Alors là, c'est une révélation, vraiment, pour moi, ça a été une révélation. Et à travers ce personnage qui est finlandais, on peut retrouver le parcours universel de ces gens qui se sont engagés avec les nazis en France, un peu partout, en Flandre. Il y en a, bon, en Italie, c'est un peu différent parce qu'il y avait les fascistes, mais allez-y, c'est vraiment... Et il en a fait paraître 2 autres qui sont en format de poche. Allez, alors... Franchement, ça a été une de mes découvertes de ce début d'année. Donc, il s'appelle Arttu, A-R-2-T-U, Tuominen, et ça s'appelle Tous les silences, c'est aux éditions de La Martinière. Et on vous mettra les références des autres en format poche. En format poche. Alors, le 30 septembre prochain, c'est-à-dire lundi prochain, demain, c'est l'anniversaire c'est le centenaire plutôt de Truman Capote. Truman Capote, c'est évidemment immense écrivain américain. Ouais. Il y a eu pas mal de biographies de lui, mais il faut surtout lire son chef-d'œuvre qui est De sang-froid. Et chez Rivage, ils font paraître un
un livre qui s'appelle Le fantôme de Truman Capote de Leila Guerriero. Il y a 2 livres. Il y en a un qui s'appelle 4. Alors, déjà, celui-ci, Leila Guerriero, elle était en résidence d'écrivain dans un petit village de la Costa Brava, dans lequel Truman Capote s'est installé pour écrire de sang-froid. Donc, elle revient, elle raconte. Elle essaye de retrouver sa trace parce qu'elle est issue d'un journalisme un peu comme Truman Capote, c'est-à-dire d'une littérature journalistique qui raconte les faits. Donc, elle est en résidence d'écriture à Palamos et donc elle essaye de retrouver des traces. Donc, évidemment, il reste plus grand-chose. La pâtisserie où il allait n'existe pas. Mais surtout, elle essaye de comprendre pourquoi il s'est installé là et puis la genèse de Sang-Froid, comment il a écrit ce livre. Je suis en train de le lire, c'est vraiment passionnant. Si vous aimez Truman Capote, c'est puis intéressant de découvrir comment un écrivain finalement un peu feignant s'était mis a réussi à nouer des liens avec les uns et les autres. Moi, je suis passionnée par ce livre. Mais ça fait partie de ces écrivains dont la vie est un roman à lui tout seul. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas les romans, vous allez lire ses biographies, vous allez découvrir comment il était. Il pouvait être odieux, il était vraiment, c'était une hyène. Il a mal fini, hein, il a trahi. Si vous lisez Les signes de la 5e avenue, c'est ça, c'était dans ce livre-là où il a trahi ses meilleurs amis. Il l'a payé très cher. Il l'a payé très très cher. Et puis il y a un deuxième petit livre qui paraît, Truman Capote, ce sont des lettres et une grande interview qu'il avait accordée au New York Times. Et c'est passionnant parce que là vous êtes en plein dans l'histoire de New York, dans l'histoire de la littérature. Et ça explique aussi les répercussions ont eu ce livre, cette enquête qu'il a faite de sang-froid sur sa vie, parce que, comme on dit, la formule est un peu galvaudée, mais on n'en sort pas indemne. Donc ça s'appelle Le fantôme de Truman Capote de Leila Guerriero, c'est aux éditions Rivage, et puis le petit livre en poche, Truman Capote, ses lettres et cette interview. Et de sang-froid, c'est en folio. Hein. Oui, c'est en folio. Lisez, pour moi, c'est un des plus grands livres de la littérature. C'est vraiment, puis vous le sentez, quand il décrit les personnages il part d'un fait divers, en fait, d'une famille qui est exécutée de sang-froid par deux petits délinquant. Et donc, il a... Et de là, il va faire quelque chose de il a fait un travail incroyable. À la fois de journaliste et d'écrivain, un peu comme Tom Wolfe. Moi, vraiment, je vous le conseille. Quoi d'autre, alors, moi, je me suis fait avoir par ce petit bouquin qui s'appelle Les 7 maisons vides chez Grasset de Samantha Schweblin. Les nouvelles, c'est pas trop mon truc parce que moi j'aime bien me mettre dans un truc, enfin dans un roman, bien retrouver les personnages. Et là, ça m'a énervé parce que alors j'étais en train de lire plein de choses et puis je suis tombé dessus et je ne pouvais pas le lâcher. Comment vous raconter? Alors c'est des histoires absolument. En fait, c'est l'histoire de gens qui ont des peurs et qui vont tomber dans la folie. Mais la folie, ça va vous faire peur, ça aussi. Mais en fait, c'est un moyen de se préserver. Des peurs. Mais c'est les histoires, c'est-à-dire c'est limite surréaliste. Vous avez une dame qui, avec sa fille, en plus c'est décrit, mais incroyablement, elle est dans sa voiture, elle va dans les maisons pour virer tout ce qui est de mauvais goût. C'est-à-dire qu'elle va rentrer chez vous, par exemple, donc elle va avoir plein de choses à virer, puisqu'elle cherche les choses qui sont de mauvais goût, et elle va prendre le cendrier qui est là, il y a plein de... Et sa fille ne comprend pas et tout, mais c'est vraiment des histoires absolument incroyables. C'est indescriptible parce que c'est le style, c'est le contenu, c'est fascinant. J'étais là, je me suis dit, mais comment peut-on dans sa tête imaginer des choses comme ça? Et ça fait un tout, en fait ça fait un roman dans l'absolu, alors que les personnages n'ont rien à voir, mais le thème est le même. Allez-y, c'est une petite merveille, on n'en parle pas beaucoup, je sais très mal en parler parce qu'en fin de compte c'est le contenu, c'est l'histoire, c'est intense, c'est incandescent, c'est fou, c'est fou, et c'est fascinant, c'est comme, j'ai pas pu le lâcher. Ça s'appelle Les 7 maisons vides chez Grasset, et c'est de Samantha Schweblin, une petite merveille. Très bien. Alors, ce livre aussi que j'ai beaucoup aimé, Bocuse malgré moi, Ève-Marie Ziza Lalou. Alors, Ève-Marie Ziza Lalou, c'est la fille d'une des 3 femmes de Bocuse, puisque vous savez que Paul Bocuse, l'immense chef, était polygame. Il avait une épouse légitime et puis 2 maîtresses qui l'ont accompagné pendant une très grande partie de sa vie. Et Ève-Marie, elle a 7 ans quand sa mère rencontre Bocuse et quand il entre dans sa vie. Et c'est vu du point de vue de la petite fille qu'elle était, ce géant qui rentre dans sa vie, qui n'a pas forcément été d'une élégance absolue avec les femmes. C'est un livre vraiment très très bien écrit, très touchant, qui fait connaître un petit peu Bocuse de l'intérieur, qui peut être d'une générosité absolument incroyable. Elle vivait avec sa mère, toutes les deux, la mère était divorcée. Et
Et c'est vrai qu'elle elle raconte assez bien cet univers, cette façon dont il est arrivé dans leur vie. Donc, elle va jusqu'à la mort de Bocuse. Sa mère était chargée de la communication. Elle a même écrit un livre sur lui. C'est un livre très, très touchant et parfois très, dur, très acide. C'est très dur. On arrive. Alors, ce qui est terrible, c'est que ce type est d'un égoïsme incroyable. Hein. C'est vraiment lui. Alors, c'est vrai qu'il a du génie et tout, mais on n'arrive pas à le détester vraiment. C'est-à-dire que ni elle l'aimait complètement. Alors par contre, je connaissais pas du tout cette histoire, donc l'image, elle s'est un peu fissurée, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai que tel qu'elle le décrit, mais par contre, c'est pour ces gens, c'est pour ces femmes, c'est quand même terrifiant. Hein. Quand on en parle, elles sont malheureuses, hein, même si elles l'ont aimé, même si. Et c'est vrai que ce qui m'a mis mal à l'aise là-dedans, c'est que je n'ai pas réussi à le détester vraiment. Non. Donc, je connaissais pas ce type, j'ai jamais été dans son restaurant, et pour moi, c'était une icône. D'ailleurs, ça reste une icône, hein, mais au niveau de la gastronomie, en tant qu'homme, bon, ceci dit, c'est aussi représentatif les génies ou les êtres qui ont beaucoup de talent sont des êtres presque comme les autres, ils peuvent être égoïstes, méchants. Vraiment, c'est c'est vraiment une surprise. Et puis c'est vraiment l'ascension de Bocuse qui est accompagnée par la mère d'Ève-Marie Ziza Lalu. Et puis ça parle beaucoup des femmes, de cette petite fille qui a déjà une conscience de ce qu'est une femme et de comment sa mère, est maltraitée. C'est un peu bateau, mais de dire que l'importance des femmes dans le rôle, dans la carrière des hommes, c'est bateau, mais c'est très très souvent vrai. Hein. Et c'est un récit à trois voix, la mère, la fille. Enfin, c'est vraiment un très bon livre, et très bien écrit. Et ça me fait penser au livre que j'ai lu à cause de vous, grâce à vous, sur Marguerite Yourcenar, qui est absolument une merveille, où on voit cette femme qui est quand même une icône conservatrice pour certains, illisible et tout, alors que c'est le contraire. C'est une femme à la fin de sa vie qui est d'une liberté incroyable, qui est d'un féminisme, mais dans le concret, c'est-à-dire qu'elle prend son destin en main, elle n'en a rien à faire des camps des ratons, et elle va partir avec ce jeune homme faire le tour du monde. Allez-y, parce que il y a beaucoup de gens. Alors, quand je le propose, Marguerite Yourcenar, c'est pas pour nous, c'est trop intelligent. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'amour hors norme. Alors, j'ai été un peu secouée quand j'ai vu la semaine dernière la reprise qui avait été faite sur Twitter, une histoire d'amour magnifique. C'est pas magnifique. Non, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique du tout. C'est magnifique dans le sens où elle a encore de l'espoir de trouver l'amour après la mort de sa compagne, etc. Mais l'autre est un pervers destructeur terrible. Mais c'est la relation entre cette femme très âgée quand même. Elle était très âgée, elle tombe amoureuse de cet homme qui est homosexuel, donc un amour impossible. Impossible, elle fait tout pour le séduire et c'est une histoire d'amour assez incroyable. Un autre m'attend quelque part, Christophe Bigot, et c'est aux éditions de La Martinière, vraiment, même si vous n'avez jamais lu Marguerite Yourcenar, ce qui est mon cas, je dois le dire, vous découvrez une histoire. Par pitié, n'ayez pas peur, hein, parce que les mémoires d'Adrien, c'est absolument lisible par tout le monde. Il y a plein de ces gens des médias qui ont l'impression qu'ils gardent ça pour eux en disant vous n'êtes pas assez intelligent pour lire ça. Pas du tout, c'est absolument une pure merveille. C'est le style. Et c'est lisible, je l'ai compris, j'ai aimé. Donc tout le monde peut comprendre et aimer ce bouquin. C'est les blessures d'une femme aussi. C'est les blessures, c'est cette trahison des hommes qu'il a eu dans sa vie. Vraiment, c'est magnifique. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Amélie de Bourbon-Parme. Mais je suis tombé alors, les préjugés, hein. Parce que Amélie de Bourbon-Parme, j'avais vu des vidéos avec les Bourbon-Parme, et alors pour moi c'était des caricatures. C'est des gens charmants, hein, mais très bien élevés. Les filles parlent 8 langues. Elles ont leur truc à Saint-Tropez, à Naples. Enfin bon, pour moi c'était un autre monde, et je me suis dit, ces gens font de la littérature comme ils font de la peinture, en dilettante, parce qu'ils n'ont rien d'autre fait. Et c'est absolument somptueux. Alors ça va être une trilogie. Il y a le premier tome qui est paru en folio qui s'appelle L'Ambition. Le deuxième va apparaître là qui s'appelle L'Ascension. Et c'est un des romans, mais alors je me suis plongé dedans. On est bien. Ça se passe au XVe siècle. On est à la Renaissance, hein, et c'est l'histoire d'Alessandro Farnèse. Alors, Alessandro Farnèse, c'est qui ? C'est un rejeton d'une famille hyper importante en Italie. Et lui, on lui a dit, dès son truc, il est programmé pour être ecclésiastique. Alors, attendez, ecclésiastique, c'est la Renaissance. Il va utiliser
la robe comme ça parce que c'est sa carrière, mais alors il va avoir des enfants, il va être marié, et là vous allez découvrir l'ascension de cet homme, et il va devenir Paul III, et Paul III, ça va être un des papes les plus importants de la papauté. C'est lui qui va faire les contre-réformes contre Luther, mais aussi c'est un adepte de la philosophie, des arts, de la peinture. Vous allez croiser les Borgia. Il va être très pote avec les Borgia. Enfin non, je devrais pas dire pote. Il doit être très. Voilà, il va s'en servir. Oui. Voilà, il est amoureux fou de sa femme et de ses enfants, ce qui est quand même incroyable. Tout est axé sur sa famille pour essayer de. Mais c'est surtout, vous êtes dans la Renaissance, quoi. Vous êtes complètement. Vous croisez Michel-Ange. Vous voyez comment il s'entretue l'ambition. Il est hyper intelligent, il sait comment où aller sans froisser tout le monde. Il y a un moment, il est très ami avec le pape. Lui, il va mourir. Il y en a un autre qui arrive, il va commencer à lui, voilà, gratter le dos et tout. C'est absolument somptueux, c'est magnifiquement écrit. J'avoue que je suis tombé complètement sur le charme, et j'attends le tome 3 alors que le tome 2 vient juste de paraître. Donc le premier, c'est en folio. Vous pouvez déjà commencer par l'ambition, les trafiquants d'éternité. C'est mieux parce qu'on le voit, voilà. Et le deuxième, ça s'appelle l'Ascension. C'est chez Gallimard. Si vous aimez l'histoire, alors là, c'est incontournable. Si vous aimez les sagas, vous savez, vous êtes dedans, vous lâchez pas. C'est pour vous ici. Et si vous aimez bien la bonne littérature, c'est hyper bien écrit. Allez-y, pour moi, ça a été vraiment une découverte, parce que je suis complètement tombé à côté. Je l'ai fini cette nuit. Hein. Ah ouais. Ouais, et là, j'en suis encore. Ça m'énerve parce que j'aimerais avoir le tome 3. Il faudrait peut-être que la dame, je sais pas si elle l'a fini, mais il faudrait peut-être qu'elle se dépêche. Et que Gallimard. Si le 2 vient de sortir, ça m'étonnerait. Elle se dépêche. Hein, Gallimard, il se dépêche. Allez-y, c'est un incontournable. Hein. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous avez lu? Alors, oui, non, j'avais un coup de gueule sur ces livres de Noël. Oui. Je crois que j'en reçois 2 ou 3 par jour. En plus, ça je sais pas où je l'ai mis, mais les contes de Noël, vous savez, les films de Noël, ça cartonne. Donc les éditeurs se sont dit, tiens, on va faire des livres de Noël. Mais c'est insupportable. C'est des trucs neuneux, comme vous dites, qui apportent rien. Ça marche ou pas? Ça se vend? Très moyen. Ça, très très moyen. On les commande. Moi, enfin, ça marche peut-être chez d'autres libraires, hein, mais chez nous, on les commande presque plus. Enfin, c'est vraiment. Puis c'est tellement bateau. J'ai poussé le Père Noël du traîneau, voilà, avec une petite couverture. Bon, c'est peut-être bien, mais voilà, il y a plein d'autres choses à lire. Et puis vous offrez ça à quelqu'un à Noël, il va le lire comme ça, mais c'est fini, quoi. C'est de la littérature de grande consommation. Il y a tellement de choses bien à lire. Offrez autre chose quand même que ça, hein, franchement. Ouais. Un petit livre de Soledad Bravi. Alors, elle produit beaucoup, hein, Soledad, mais j'aime tellement son dessin, ce qu'elle fait pour les enfants. C'est drôle, c'est décalé. Parfois, les crocodiles n'ont plus de lait pour leurs céréales, et ça, c'est très embêtant. Ça s'appelle Croco Mémé. Donc, Croco, il retrouve son ami Carlos pour aller chez sa grand-mère qui habite dans la jungle. Et donc, il pose beaucoup de questions sur ce qu'il rencontre sur son chemin. Un anaconda, qu'est-ce que tu fais? Et là, pourquoi il y a un paresseux? Donc, ça apprend les animaux. C'est très joli, c'est joyeux. Voilà, il pleut, et lisez des livres à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est indispensable. Alors, en polar, il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a le nouveau qui va paraître de Viveka Stern, Chambre 505. C'est elle qui avait fait J'adore cette femme. Hein. En plus, c'est celle... Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celle le premier roman qu'elle avait fait se passait sur une île dans la Baltique où il faisait beau, il y avait du soleil. C'est ce que j'appelle les tongs. C'est-à-dire la première fois que je lisais un roman avec des tongs. Absolument. Et là, elle nous fait paraître le nouveau, Chambre 505. On est toujours dans des... Mais là, ça se passe... là, on a froid. On met ses moufles. C'est dans une station de ski. Et il y a une suite de meurtres. Il y a une femme qui veut faire un grand complexe dans cette station. Elle est retrouvée assassinée. À la suite, il y a une femme de chambre aussi qui est retrouvée assassinée. Et puis, il y a ce couple d'enquêteurs qui sont absolument incroyables. Je crois que le plus important, moi, c'est les enquêteurs que j'aime bien. Donc, parce qu'elle est... Et puis, il n'y a pas de second rôle, il n'y a pas de... Vous voyez, tous les personnages sont importants. Voilà, sont importants. Elle a un art de décrire les choses absolument incroyables. Et puis, je trouve qu'elle donne, je ne sais pas, c'est plus chaleureux, et puis c'est subtilement écrit. Je suis un inconditionnel de cette femme. Donc, redites ça s'appelle Chambre 505, elle s'appelle Viveka Stern, et c'est chez Albin Michel. Ah oui, c'est formidable ce qu'elle écrit. Hein. C'est vraiment... Allez-y, tout est en poche, hein, en format de poche et en livre de poche. Vous commencez par La Reine de la Baltique, et après, c'est une drogue dure. Une fois que vous avez commencé, vous lâchez pas, quoi. Un petit livre pour les Parisiens ou pour ceux qui viennent à Paris, chez Hachette, Boui-Boui, cantine et bistrot, bien manger à Paris pour moins de 15 €. On parle de crise, il y a des restos aujourd'hui partout dans Paris. Alors, en province, je pense que c'est, comment on dit, dans les territoires. Dans les territoires, c'est moins cher, mais à Paris, c'est très cher d'aller au
au restaurant. Et je trouve que ce petit livre est une excellente idée. C'est fait par quartier. Bon, alors, il n'y a pas le 16e. Il n'y a pas de restaurant pas cher dans le 16e. Mais vous avez plein de petites cantines, de bouillons, de restaurants asiatiques. Boui Boui, cantine bistrot, les adresses de Parisianovore. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Bien manger à Paris pour moins de 15 €. Si vous venez à Paris, c'est indispensable. Alors, bon, il y a un livre dont beaucoup de gens parlent, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas, parce que c'est aussi sectaire. C'est le bouquin de Nathan Hill, qui s'appelle Bien-être chez Gallimard, et que j'ai adoré. Je ne sais pas si vous avez... En fait, c'est l'histoire on est en 90 à Chicago. En plus, c'est une ville que j'adore. Il y a c'est un peu fenêtre sur cour. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages ils n'ont pas de fric. Il y en a un une qui est photographe et l'autre, elle est étudiante en psycho. Ils s'observent et ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux fous en se disant ça va durer malgré qu'ils ont rien pour être ensemble. Ils vont avoir un enfant et là, ils se retrouvent 20 ans après et ils vont avoir un appartement à aménager. Et là, vous allez voir comment, à travers cet appartement, la vision différente qu'ils ont de la vie du couple. Ah oui, du couple. Parce que la première partie est vraiment sur ce jeune couple qui se rencontre, c'est l'amour fou. Puis après, c'est la réalité des enfants, de la routine. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est qu'elle travaille elle fait des études en psychologie de recherche sur l'impact des messages sur les médicaments. Et lui, il est prof d'art plastique. Vous voyez, c'est un peu le bobo, comme on voit un peu partout. Et alors, vous voyez aussi Chicago qui évolue. C'est-à-dire que le Chicago rude devient de plus en plus bobo. C'est absolument... Alors, c'est un peu exigeant comme lecture, je trouve. Oui. C'est pas forcément quelque chose qu'on... je ne dis pas que ça se mérite, mais, il faut rentrer dedans, il faut se concentrer. Mais c'est formidable, c'est un grand livre. Énormément d'humour. Moi, j'ai éclaté. Plein d'humour, éclaté de rire. Il y a certains. Et puis, ça parle du wokisme, ça parle d'Internet, ça parle de plein de choses comme ça. Et c'est vraiment une merveille. Ça mérite que vous fassiez... Les relations sexuelles dans le couple, il y a tout. Chambres à part. On a l'impression de connaître les personnages. Enfin, et en fait, quand on met en parallèle Chicago et Paris, c'est absolument c'est la boboisation, la gentrification de la... c'est magnifique. Et les rêves qui parfois ne sont plus tout à fait ceux auxquels on aspirait. Mais c'est formidable. C'est magnifique, franchement. Donc ça s'appelle Bien-être, Nathan Hill, et c'est aux éditions Gallimard dans la collection Gallimard, je sais pas, du monde entier. Gallimard du monde entier, voilà. Mais franchement, allez-y, vous passerez un très très bon moment. On se retrouve la semaine prochaine, Gérard. Merci. Bonne semaine. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.